parce que le traitement, c'est des vers qui sont difficiles à tuer. Et donc, il faut donc des mesures particulières pour cela. La particularité aussi, une autre particularité de ces parasites, c'est que les vers de ces parasites vont être responsables également de manifestations cliniques et vont donner des maladies qu'on appelle des cestodoses larvaires. Les Spédiens, on les appelle également des cestodes, donc des cestodoses. Mais les larves donc, vont donner des cestodoses larvaires, et en particulier donc la cysticercose, la cellulose et l'idatidose. Ces formes larvaires sont dues à l'infection par les œufs de ces ténias, alors que les formes adultes sont dues à la consommation des larves qui sont présentes dans les muscles des animaux que nous consommons, notamment donc, le porc, le bœuf, même le mouton. Donc, à ce niveau-là, donc, la consommation de la viande contaminée par les larves de ces ténias va donner donc les téniadis adultes, tandis que lorsque ces animaux pondent leurs œufs sur le sol, ou bien lorsque même les personnes qui ont ces téniadis adultes vont faire le plus, vont éliminer leurs déchets dans la nature, ils vont également disséminer les œufs de ces ténias sur le sol. Et lorsque les enfants, en jouant sur le sol, avalent ces œufs, ils vont faire une cestodose larvaire. Et ces cestodoses larvaires, parfois, sont graves. Hein, c'est notamment dans la cysticercose qui peut toucher le cerveau et entraîner donc une comicialité assez importante. Donc, les enfants qui vont faire des crises convulsives, on va penser à une épilepsie, alors que c'est simplement lié à une infection due à un cestode larvaire. Il peut y avoir également des atteintes au niveau du foie, au niveau de certains organes, c'est le cas notamment des hépatitoses, qui peuvent entraîner une complication majeure en fonction de leur localisation. Et enfin, vous avez, c'est l'avant-dernier, donc vous avez la bilharziose intestinale qui est due à un parasite qu'on appelle Schistosoma mansoni, qui est également un parasite très, très, très fréquent chez les enfants. D'ailleurs, même en termes de santé publique, la population cible sur laquelle donc, on agit pour pouvoir réduire la prévalence de la maladie, ce sont les enfants d'âge scolaire le plus souvent, et même de plus en plus même les enfants à partir de 1 an jusqu'à 14 ans. Donc, tout simplement, c'est en termes de prévalence, c'est la tranche d'âge la plus touchée par ces pathologies. Mais la gravité de ces pathologies n'est pas immédiate. C'est des complications à long terme qu'on observe. Parce que tout simplement, les œufs qui sont émis par ce parasite adulte vont essaimer dans tout le corps et vont entraîner ultérieurement des pathologies graves telles que des cancers ou autres qui peuvent être mortels. Souvent, c'est à l'âge adulte, 15, 20, 30 ans après l'infestation pendant l'enfance, que ces complications arrivent et la mortalité est assez importante à ce niveau. C'est des pathogènes qui ont connu une émergence très importante dans certains pays, dont le Sénégal, et qui sont liés au fait qu'il y a eu des modifications environnementales, en particulier donc la construction de bassins de détention, la construction de barrages au niveau notamment du fleuve Sénégal. Et ça a entraîné donc une explosion de la maladie dans nos zones-là. Et au niveau mondial, donc le plus grand foyer de bilharziose, aussi bien urinaire qu'ovarienne qu'intestinale, c'est le Sénégal. Et en particulier, donc, c'est la zone nord, la zone plus frontalière avec la Mauritanie, donc c'est la zone de Richard Toll, pour ceux qui connaissent bien le Sénégal. Et c'est le plus grand foyer au monde de bilharziose qu'on appelle également la schistosome. Et les complications à long terme peuvent aboutir donc à ce que je l'ai dit, à la mortalité avec l'hypertension portale, les cancers aussi bien du foie que de la vessie, hein, les atteintes pulmonaires liées à... Les enfants sont plus touchés tout simplement parce que la contamination est faite lors des baignades dans des eaux contaminées. Le parasite, donc, c'est un parasite qui est plus ou moins aquatique à un certain stade et l'autre intermédiaire est un mollusque qu'on retrouve dans de l'eau douce. Et donc, ces mollusques vont prendre ces œufs ces larves plutôt qui vont être dans l'eau. Et c'est lors des baignades de la journée. Par exemple, on sait que les enfants aiment bien aller au marigot pour se baigner. C'est pendant ces périodes-là que ces enfants sont contaminés et ils vont donc développer la maladie. Et c'est pendant ces baignades-là également que ces enfants contaminés vont contaminer l'eau parce que les parasites sont éliminés soit avec les urines pour la forme urinaire, comme on va tout à l'heure, ou bien avec les selles.
pour la forme intestinale. Et le fait de faire le besoin à côté des malibos va entraîner une contamination de ces malibos et donc des autres intermédiaires qui vont produire des nappes qui vont être responsables de la transmission lorsque les enfants vont se baigner de ces malibos. Et enfin, donc, nous avons les dystomatoses, donc, qu'on appelle les douves, qui sont des vers plats. Donc, il y a plusieurs espèces. Donc, il y a Phaseolopsis, qui est responsable de la phaseolase, avec Phaseolopsis busci. Vous avez donc Phaseola hepatica, donc, qui est également la grande douve du foie, donc, qui localise souvent au niveau du foie. Et vous avez également Dicrocerium dandisticum, qui est la petite douve. Et là aussi, il va y avoir une atteinte digestive, plus souvent hépatique, avec cholangite, donc, qui peut parfois être mortel dans certains cas. La contamination d'enfants qui jouent sur le sol qui contient donc ces parasites et qui, ces parasites, et entraîner donc contamination. Ça peut être également la gyrophagie, donc les enfants qui mangent du sable, si le sable est contaminé, donc ça favorise la maladie. Et enfin, vous avez également la voie indirecte. Ça, c'est lorsque les aliments ou bien l'eau est souillée par ces parasites. Donc, le fait de consommer ces aliments non lavés, ces eaux non traitées, favorise la maladie. Et ça, c'est valable aussi bien pour l'enfant que pour l'adulte. Et la troisième voie qu'on peut observer pour certains parasites, c'est la voie cutanée. C'est lorsque donc, le parasite va pénétrer par la voie transcutanée. C'est le cas notamment donc, des ankylostomes, c'est le cas des strongyloïdes, mais également c'est le cas des schistosomes, lorsque l'enfant se baigne dans les maladies. Et pour ces deux premiers, c'est lorsque l'enfant marche pieds nus dans le sol contaminé, et surtout en période d'hivernage où il y a un sol qui est beau et qui héberge des parasites. Le fait de marcher pieds nus va favoriser la transmission par voie transcutanée de la maladie. Alors, le cas particulier, c'est l'oxyurose, hein, donc, qui, comme je le dis, qui est la maladie par excellence, le paradis par excellence de l'enfant. 95-98% des cas surviennent chez l'enfant. Et là, l'infestation, elle peut se faire, ce qui fait la gravité ou en tout cas la ténacité de la maladie, c'est que la contamination peut se faire par auto-infestation. Tout à l'heure, je vous ai dit que le parasite, la femelle, lorsqu'elle est fécondée, donc, va migrer au niveau du côlon pour aller jusqu'au niveau du rectum et sortir jusqu'au niveau de la marche anale la nuit et va s'agripper avec sa bouche, avec ses dents sur la marche anale et va pondre ses œufs sur la marche anale. Le fait de s'agripper, donc ces morsures au niveau de la marche anale, va entraîner une sensation de prurite et cette sensation de prurite va entraîner un grattage. Et comme la femelle, au moment de mort, donc, va également pondre ses œufs sur la marche anale, le fait de gratter, que l'enfant se gratte l'anus, va entraîner donc la présence des œufs au niveau des mains, au niveau des ongles. Et lorsque l'enfant porte la main à la bouche, donc il va s'auto-contaminer par par les œufs de ses propres parasites. Et donc ça permet donc au cycle de se perpétuer et donc de rendre la maladie beaucoup plus difficile à traiter. Parfois, vous avez également une rétro-infestation. C'est que le parasite peut pondre ses œufs au niveau de la marche anale. Lorsque l'enfant n'est pas bien nettoyé, ses œufs peuvent éclore au niveau de la marche anale. Et puis, les larves qui vont sortir de ces œufs vont retraverser le sphincter anal et remonter jusqu'au niveau du tube digestif pour aller faire se transformer en adulte et donc perpétuer la maladie. Donc, on a vraiment deux modes de contamination qui favorisent la ténacité de la maladie. C'est l'auto-infestation externe, donc par le biais donc, du grattage qui va entraîner donc la présence des œufs au niveau des ongles et de la main. Et l'autre, c'est la rétro-infestation, c'est les parasites qui vont éclore, les œufs qui vont éclore au niveau de la marche anale et ces larves vont pénétrer à travers le sphincter anal et remonter jusqu'au niveau digestif et se transformer en adulte. La même chose peut être observée avec la strongyloïdose également, où on peut observer donc, ces trois modes, mais vraiment c'est l'oxyurose qui est vraiment la maladie par excellence de l'enfant et qui donne plus ces deux modes de contamination.
Alors, le cycle évolutif des parasites, donc c'est des parasites qui, une fois qu'ils pénètrent dans l'organisme, vont subir plusieurs multiplications